Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir, en compagnie d'Éric, de recevoir Jean-Loup Isambert. Jean-Loup Isambert, bonjour. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, Jean-Loup Isambert, qui est très renommé, est un écrivain extrêmement fécond qui débusque de nombreuses vérités sur le système économique et financier occidental notamment. Et il est auteur pour ses deux derniers livres, il a écrit de nombreux livres, il est auteur aux éditions Jean-Cyril Godefroy de Les Destructeurs, Imperium américain, la fin, paru au mois de novembre 2023, et aussi toujours aux éditions Jean-Cyril Godefroy de Bilan noir, l'Union européenne contre la France, paru au mois de mai dernier. Deux livres absolument remarquables sur l'emprise et de l'Empire américain et les idiosyncrasies de l'Empire américain et les idiosyncrasies de l'Union européenne dont la France est victime. Donc, cher Jean-Louis Isambert, l'actualité informatique de Microsoft a envahi la planète avec un bug informatique absolument monumental qui cloue de nombreux avions de ligne au sol, qui perturbe les chemins de fer britanniques, qui perturbe le fonctionnement des télévisions en France, par exemple, où des documents filmés ne peuvent pas être produits à cause de ça. Et tout ça s'inscrit assez bien, je trouve, dans l'analyse que vous faites, dans vos analyses sur le système mondialisé. Pouvez-vous nous dire vos commentaires sur ce bug informatique? C'est déjà le fait que même les structures, les architectures les plus poussées ne sont pas infaillibles. Oui. Il est bien évident, par exemple, que Microsoft dispose de nombreux moyens de pare-feu, de antivirus, etc., etc. Et donc, de se protéger, la manière dont, par le biais de diverses filiales, elle contrôle plus ou moins toute une partie de la circulation des données informatiques au niveau mondial. Et là, il se trouve qu'effectivement, ils ont affaire à une grave panne. Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas une panne de même ampleur qui arrive lorsque le président Macron descendra la Seine en péniche lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, par exemple. Je vous laisse imaginer la catastrophe. Mais plus sérieusement, pour vous donner une idée de ce vers quoi on peut se diriger avec la manière dont la grande finance utilise l'informatique, à la fois pour préparer sa prise de possession d'entreprises, de régions, et puis pour enrichir, bien sûr, les actionnaires des grandes sociétés, principalement états-uniennes, bien sûr. Il faut savoir, et ce sont des données que j'ai extraites d'un travail de recherche qui a été fait par Jean-François Guéraud. Jean-François Guéraud, qui est un haut fonctionnaire de la police nationale et qui est un spécialiste du renseignement, qui est spécialisé sur l'économie et tout particulièrement sur la manière dont l'économie capitaliste se criminalise. Et il a publié un livre que je recommande aux auditeurs de Radio Courtoisie qui s'appelle Le nouveau capitalisme criminel, aux éditions Gilles Jacob. Et c'est un des meilleurs livres. Je lis beaucoup de livres, de revues sur la finance, sur l'économie. Et c'est un des livres vraiment que je recommande parce qu'il est très accessible. C'est-à-dire qu'il explique de manière très simple, un peu comme on suit un parcours à l'intérieur d'une entreprise, comment les phénomènes les plus complexes peuvent arriver à des situations complètement imprévues. Pour vous donner un exemple, un clignement d'œil
quand vous clignez de l'œil comme ça, c'est estimé à peu près à 350 millisecondes. Pendant ce temps, pendant ces 350 millisecondes, vous avez des traders qui travaillent avec des logiciels qui sont bourrés d'intelligence artificielle, dont beaucoup sont mis au point justement par Microsoft, et qui peuvent réaliser dans ces 350 millisecondes près de 7000 transactions sur les marchés. Alors, ces algorithmes, bien sûr, ont pour mission de détecter les ordres de vente ou d'achat des autres opérateurs du marché sur un marché déterminé juste avant leur exécution. C'est-à-dire que tout se joue en millisecondes. Et dans ce trading de la haute finance, ce sont des gens donc qui travaillent pour des sociétés, des sociétés transnationales, comme par exemple BlackRock, Vanguard aux États-Unis, qui sont des fonds d'investissement, qui brassent des fortunes colossales. Une milliseconde de gagné ou de perdu, ça peut provoquer environ 100 millions de dollars de gains ou de pertes. Mais c'est pour vous dire aussi, pour revenir à l'aspect plus politique, que quand vous avez des gens qui disent Brexit, il faut que la France retourne sa souveraineté, d'accord, moi personnellement je suis d'accord, mais il ne s'agit pas seulement de retrouver sa souveraineté, il faudra protéger cette souveraineté. Et l'exemple que je viens de vous donner illustre de quels moyens dispose la grande finance, de moyens informatiques, pour mettre en difficulté un pays. Ses principales entreprises stratégiques. Il faut savoir que BlackRock, par exemple, est présente dans toutes les sociétés du CAC 40. Donc, ça vous donne une idée de leur puissance, mais aussi de leur faiblesse. Avec la panne, les pannes qui se succèdent en ce moment, donnent une idée de la faiblesse aussi qu'ont ces entreprises. Parce qu'il faut savoir que là, nous parlions d'un clignement d'œil et de 350 millisecondes. Il faut savoir que le temps de réaction du cerveau humain se situe environ entre 650 millisecondes et 1000 millisecondes, soit une seconde. C'est pour vous dire que nous sommes dans un système maintenant où les opérations financières échappent complètement au cerveau humain. Et oui, alors justement, on remarque à l'occasion du bug informatique de Microsoft que cette société est en quasi-monopole dans le domaine de l'informatique. Il n'y a pas de véritable concurrent à Microsoft dans le monde, en tout cas dans le monde occidental. Et notamment, on constate que l'Europe n'a pas su générer un concurrent à Microsoft comme elle avait généré, mais c'était l'Europe des nations, c'était pas l'Union européenne, comme elle avait généré avec Airbus un concurrent à Boeing. Et Oui. là, n'a-t-on pas justement l'exemple de la nuisance de la capacité de nuisance de l'Union européenne, notamment avec ses lois anti-concentration qui font que aucune tentative de créer de nouveaux champions européens face notamment aux géants américains ne peut aboutir, puisque la loi anti-concurrence de l'Union européenne empêche les regroupements nécessaires pour faire cela. Qu'en pensez-vous ? Complètement. Du reste, l'Union européenne, j'en parle, je vais décortiquer ce système dans une autre enquête, la troisième et dernière enquête sur l'Union européenne qui fait suite au destructeur et à Bilan Noir dont nous parlons aujourd'hui, dans un autre livre qui va paraître au mois d'octobre aux éditions Culture et Racines et qui aura pour titre Empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe. Et j'explique comment. Dès les années 1940, j'ai fouillé dans les archives de l'Union européenne, bien sûr, mais aussi dans les archives de sociétés, dans les biographies officielles d'individus présentés comme des pères fondateurs de l'Union européenne, des grands architectes. Quels étaient-ils réellement ces gens-là et quels étaient leurs liens avec Washington, avec les dirigeants impérialistes de Washington? Et en décortiquant tout le système, il est évident que l'Union européenne a été conçue par les États-Unis, que ce soit la monnaie unique qui a été mise en place au départ
par les États-Unis, qui ont essayé de l'imposer dès le débarquement de juin 44, avec des monnaies qui étaient imprimées aux États-Unis en espérant pouvoir l'imposer à la France. À l'époque, le général de Gaulle, les gaullistes et les communistes s'y sont opposés fermement. Le Parlement européen, qui a fait l'objet d'une note, j'en parle dans ce livre, qui a fait l'objet de la CIA sur la nécessité de promouvoir un Parlement européen. En réalité, il s'agit de promouvoir une structure qui donne à ce Parlement, à cette future Union européenne, d'abord la communauté européenne, économique européenne, un aspect démocratique. Mais il s'agissait en réalité, derrière cet aspect démocratique, de centraliser le pouvoir politique et administratif, Bruxelles et Luxembourg. Et pour cela, ils ont fait une sorte de copier-coller de ce que le Reich allemand, le Troisième Reich, avait essayé de mettre en place avec la Nouvelle Europe. Et du reste, le découpage administratif du Troisième Reich avait été mis en place par des juristes, principalement entre Rome et Berlin. Et l'un de ces juristes n'était autre que Walter Hallstein, que l'on retrouvera plus tard, après la libération, comme président de la première commission européenne. C'est-à-dire que l'idée, c'était de découper les pays occupés dans des grands Länder, avec des régions comme vous en avez aujourd'hui en France, de manière à éloigner la population des centres de pouvoir politique. Et ce qui fait que quand vous parlez de ce qu'ils appellent la libéralisation des entreprises, on le retrouve dans un tas de domaines. Ça consiste en réalité à éliminer toute concurrence, de côté le génie créatif européen, français, allemand, russe, italien, espagnol, tout ce que vous pouvez imaginer, de manière à favoriser économique et financier des grandes sociétés transnationales anglo-saxonnes et principalement des États-Unis. Mais ce que vous disiez pour l'informatique, c'est très vrai. Il faut se rappeler comment la SMT Goupil, qui était une société, rappelez-vous, l'inventeur de la carte à puce, que l'on retrouve aujourd'hui dans un tas d'applications, c'est un Français, Moreno. Rappelez-vous, on trouve comme ça un tas d'innovations. Rappelez-vous comment, par exemple, les dirigeants impérialistes à Washington ont essayé d'empêcher Concorde, qui était le premier avion supersonique commercial, de se poser et même de voler au-dessus du territoire des États-Unis. Et comment et par qui il a été liquidé après? Par les atlantistes qui étaient au pouvoir en France. Rappelez-vous, mais ça va dans un tas de domaines. J'en discutais l'autre jour avec un spécialiste, un chirurgien qui est spécialiste des prothèses, et qui me disait qu'il y a quelques décennies de ça, il y avait 3 pays en Europe qui étaient à l'avance sur ce secteur des prothèses de hanches, genoux, mains, bras, etc. C'était la France, l'Allemagne et la Suisse. Et petit à petit, avec cette libéralisation des entreprises qui a été mis en place et qui est développé par la Commission européenne et par l'Union européenne, avec son Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, on a abouti à ce que les recherches qui étaient la France, qui était un des pays à la pointe dans ce domaine, toute la recherche a été liquidée. Il me dit il faudrait des milliards pour remettre ça en place aujourd'hui. Elle a été liquidée pour imposer à l'Europe les normes des États-Unis par la DEA, la Drug Administration, qui a donné des normes. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ces normes, elles ne sont pas à la hauteur, et y compris ça crée des graves problèmes aux États-Unis aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire, là je vous parle des prothèses, mais on peut aller dans un tas de domaines. On l'a vu avec l'affaire Alstom, comment le président Hollande et le tandem de la French. Nous avons Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie du gouvernement Valls, avec la représentante en France de General Electric, Madame Clara Guémard, qui était la présidente de General Electric, ont liquidé tout un secteur d'une entreprise qui était au cœur quand même, qui était une entreprise. Alors nous allons reprendre le cours de notre émission. Jean-Louis Zambert, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Donc, vous développiez tout à fait l'idée qu'il faudrait une indépendance informatique de la France pour qu'elle puisse exercer sa souveraineté. Oui. Donc,
nous en étions là, si vous pouvez poursuivre votre pensée. Oui, la question qui est posée, d'abord, c'est celle du bilan de cette Union européenne. Oui. Tout simplement parce que vous avez pu constater que personne ne parle. Ah, nous avons à nouveau des ennuis techniques. Non. Oui, je vous entends. Ah, très bien. Nous pouvons poursuivre. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Très bien. C'est le plus important, alors. Donc, oui. Concernant l'euro, je me souviens que lorsqu'il a été créé, l'euro, sur initiative principalement, en fait, du gouvernement Mitterrand, en fait, qui a un peu forcé la main aux Allemands, en fait. Oui, tout à fait. L'euro était présenté par la Doxa comme le socle de la souveraineté européenne à venir et comme le concurrent tout à fait désigné au dollar américain. Alors justement, apparemment aujourd'hui l'euro n'apparaît pas du tout comme l'outil du souverainisme, de la souveraineté européenne. Qu'en pensez-vous ? Absolument pas. Effectivement, il faut, parce que beaucoup de personnes n'ont pas connu cette période, sans doute, mais il faut quand même rappeler le discours des politiciens de l'époque, de M. Strauss-Kahn, Monsieur Sapin, qui était ministre de l'économie, selon lesquels, Madame Aubry aussi, selon lesquels l'euro était une chance pour l'Europe, que ça allait permettre à nos entreprises de gagner des marchés, qu'avec l'euro, on allait pouvoir aller vers une Europe sociale. Et en réalité, quand on fait le bilan de ces 32 années d'Union européenne, je pars depuis 1992, sans tenir compte de la supranationalité dont on peut estimer qu'elle commence en 1950. Donc ces 32 années d'Union européenne, quand on fait le bilan, on s'aperçoit que l'euro, ça a surtout fabriqué de plus en plus de difficultés pour la grande majorité des habitants des pays de l'Union européenne, et que ça a surtout, ça n'a pas du tout empêché l'amélioration de la qualité de vie des habitants des pays membres de l'Union européenne. Je vais vous donner, il y a un exemple qui parle tout seul sur ce mensonge qui a été entretenu sur l'euro. En 1996, dans les pays membres de l'Union européenne, vous aviez 25 millions de personnes en état de pauvreté. En 2010, vous aviez 115 millions de citoyens qui étaient menacés d'exclusion sociale. En 2016, 6 ans plus tard, le fameux plan échec Europe 2020, où l'on a encore tout un discours qui vient sur l'euro, qui va nous permettre d'améliorer les choses, qu'il faut ajuster les paramètres, etc. Des discours de technocrates. Nous sommes à 118 millions de personnes précarisées. En 2021, 5 ans plus tard, l'Union européenne compte 19,6 millions d'enfants en pauvreté. Et en 2030, alors c'est pour vous dire, quand on voit les choses avec le recul aujourd'hui, en 2030, et là ce que je vous donne, c'est un extrait d'un document qui a été réalisé en 2015 par le système européen d'analyse politique et stratégique de l'Union européenne, l'espace, ce document qui dit, noir sur blanc, en prévision, selon ses prévisions pour 2030, je cite, la crise continuera d'affecter les membres les plus vulnérables de la société, une augmentation de 45% du chômage, un risque accru de pauvreté touchant près de 130 millions d'Européens et l'exclusion des jeunes, dont 14 millions ne sont ni étudiants ni employés, sont autant de facteurs qui exigent l'adoption de mesures fortes. Si cela n'est pas fait, je cite, il pourrait exister un risque important de radicalisation sociale. Et je pense que je n'ai vu aucun candidat aux élections européennes citer ce document auquel tous les députés et tous les candidats peuvent avoir facilement accès, puisqu'il a été réalisé par ce système de prévision, donc d'analyse politique et stratégique de l'Union européenne, et qui est à la disposition de tous les candidats et de tous les députés. Les analystes, les économistes qui ont travaillé sur ce document ont travaillé avec le Parlement européen, avec la Commission européenne, avec toutes les principales organisations de l'Union européenne. C'est pour vous dire que quand vous voyez ces prévisions et que vous mettez en regard
le discours qui a été tenu par les dirigeants de l'Union européenne, c'est plus qu'un fossé qui s'est creusé. Oui. J'aurais une petite question. Les Allemands n'étaient pas empressés d'entrer dans la monnaie de l'euro. Pour les attirer, on a indexé la valeur de l'euro sur le Deutschmark. Si on avait pris une valorisation moins forte, est-ce que ça aurait eu un impact plus favorable ? C'est possible, mais je pense que sur le fond, ça n'aurait pas changé grand-chose. Nous avons à nouveau des problèmes. Et j'en profite pour demander aussi à Jean-Louis Zambert si cette montée de la paupérisation dans l'Union européenne n'a pas son pendant dans notamment la montée de la paupérisation aussi aux États-Unis. Et en effet, on voit aussi aux États-Unis la multiplication des travailleurs pauvres. Le chômage a diminué aux États-Unis ces dernières années, mais il y a une multiplication des travailleurs pauvres. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans cette paupérisation des couches inférieures et moyennes du monde occidental, donc les couches populaires et une partie des classes moyennes, est-ce qu'il n'y a pas là l'effet justement de la mondialisation qui elle-même s'est effectuée sous l'effet d'une hyperfinanciarisation des économies, une désindustrialisation de l'Occident au profit notamment de la Chine et une hyperfinanciarisation de l'économie occidentale. Alors, cher Jean-Louis Zambert, est-ce que vous avez entendu ma question? Oui. Très mal, mais j'en ai perçu les... Voilà, c'est-à-dire il y a donc cette paupérisation dans l'Union européenne, il y a l'effet de l'euro, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet de la mondialisation hyperfinanciarisée, accompagnée de la désindustrialisation du monde occidental au profit de la Chine, et donc la paupérisation des classes populaires et moyennes, ou moins moyennes inférieures et moyennes moyennes. Bien sûr. Oui. D'autant que cette politique de l'Union européenne, elle est faite pour favoriser la stratégie des États-Unis, qui est de contenir sous leur hégémonie tous les pays du versant du versant ouest et central du continent européen. Et donc en favorisant les... Ainsi, excusez-moi, on a des problèmes de liaison, là, j'ai l'impression. Je vous entends. Hein. Bon, c'est bon, ok. Je vous entends. Cette politique, elle a un autre objectif que de maintenir sous l'hégémonie des puissances financières et des transnationales économiques des États-Unis tous les pays tous les pays du versant ouest et de l'Union européenne, en l'opposant à la Russie. Parce que la Russie est aujourd'hui, depuis la fin décembre 2023, la première puissance économique européenne. Et imaginez, et ce que ne veulent surtout pas les États-Unis, c'est que les pays d'Europe se mettent à travailler avec la Russie, et pour une raison essentielle, non seulement parce que à partir de ce moment-là, ça serait la fin de l'hégémonie des États-Unis. Non seulement sur l'Europe, mais au niveau mondial, parce qu'imaginez une Europe de peuples souverains, de pays souverains, qui se mettent à se parler de la mer d'Irlande jusqu'au détroit de Bering et à coopérer dans le cadre de coopérations mutuellement avantageuses, des États respectueux de leur peuple, de la démocratie, du fonctionnement, et qui se mettent à travailler ensemble pour développer leur continent, le continent européen. Mais à ce moment-là, les entreprises transnationales des États-Unis, que ce soit celles de la finance ou que ce soit celles de l'économie, quand elles viendraient pour des marchés, elles seraient obligées de discuter d'égal à égal.
Ce ne serait plus la Pax Americana, ce ne serait plus l'hégémonie US imposée comme on l'a vu avec la crise, lors de la crise Covid-19, avec le représentant de Pfizer, c'est un exemple, mais qui débarque dans les locaux de l'Union européenne à Bruxelles en disant nous, ce que l'on veut, c'est que le droit américain s'applique. C'est ça. Et d'ailleurs, on voit bien que les États-Unis ont poussé la guerre en Ukraine contre les Russes de manière à dresser un rempart, une herse, un mur, un nouveau rideau de fer entre les pays d'Europe et la Russie, de manière justement, comme vous venez très très bien de l'expliquer, de manière à empêcher cette synergie économique et financière entre les économies européennes et la Russie, ce qui explique aussi le sabotage de Nord Stream par les États-Unis. Exactement. Les États-Unis n'ont que faire de l'Ukraine. La seule chose qui les intéresse dans l'Ukraine, c'est de diviser l'Europe. Voilà. C'est que les Européens se battent entre eux et qu'ils s'opposent en même temps à la Fédération de Russie. Voilà. C'est la seule chose qui les intéresse. Du reste, je vais vous donner un exemple dont les médias, toujours, ces mêmes médias subventionnés par l'Élysée-Matignon ne parlent pas. C'est que vous avez vu que j'ai interviewé dans Les Destructeurs, la première partie donc de mon enquête sur l'Union européenne, John Perkins, qui était un assassin économique. C'est un économiste qui a été recruté par une grande entreprise au sein de laquelle travaillaient des correspondants de la NSA, National Security Agency. Et John, quand je m'en suis entretenu avec lui, m'a expliqué au départ, moi, quand j'ai été recruté, je pensais que c'était pour positionner les entreprises des États-Unis à l'étranger. Il travaillait au départ principalement sur la zone Amérique centrale, Amérique du Sud. Et très vite, on lui a dit, la correspondante de la NSA à laquelle il y a affaire, lui a dit « Non, John, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de créer toutes les conditions pour que nous puissions nous accaparer les marchés qui nous intéressent dans ces pays. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à surendetter les pays, à utiliser, elle n'a pas dit tous les coups tordus, mais c'est ce que ça voulait dire. Et il a travaillé pendant près de 12 ans dans ce système. Et un système qui consistait à surendetter les pays, comme les États-Unis le font aujourd'hui avec l'Ukraine, et à venir après en disant « Ah, mais vous savez, on peut vous aider, on peut vous faire des prêts ». Donc, on fait des prêts à ces pays qui voient les États-Unis arriver comme des sauveurs sous couverture de reconstruction, de développement. Mais sauf que le pays ne peut plus rembourser ses dettes au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce que disent les créanciers ? Bah, écoutez, on peut vous sortir de là, mais il faudrait privatiser votre économie, vous comprenez ? Nous avons tel secteur dans le domaine de la santé, ça nous intéresse. Le domaine des transports, peut-être qu'on peut positionner, on a une entreprise qui pourrait vous aider encore à moderniser ce secteur. Mais pour ça, il faut que ce soit privatisé, on ne peut pas rentrer dans le capital comme ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine ? En Ukraine, on assiste, alors c'est affolant, parce qu'on voit à quel point est poussée la désinformation. Vous avez depuis donc 2014 l'Union européenne et principalement le gouvernement français et le président Macron qui font des pieds et des mains pour donner non seulement une aide militaire, vendre des armes à l'Ukraine, envoyer même des soldats, mais surtout prêter des milliards d'euros à l'Ukraine. L'Union européenne fait de même. Les États-Unis font de même. Et quand j'en ai discuté avec John Perkins, il me dit attention. Et parce que les gens aux États-Unis ou en Europe, chez toi aussi, on croit que ce sont des aides. Et il me dit, mais en réalité, ce ne sont pas des aides. Ce ne sont pas de l'argent que l'on donne à l'Ukraine. Ce sont des prêts qui sont faits à l'Ukraine. Alors, pendant que l'on fait ces prêts, donc de fonds publics, ce sont les Français qui payent. Ce sont les citoyens des pays membres de l'Union européenne qui payent les milliards d'euros qui vont à l'Ukraine pour que la guerre continue. Il faut quand même le signaler. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis 2016, vous avez la banque Rothschild qui réunit de capital en capital des investisseurs qui seraient susceptibles de travailler à la reconstruction et à la modernisation de l'économie ukrainienne. Alors, je m'excuse, ça fait sourire, mais c'est dramatique quand on voit ça. C'est-à-dire que d'un côté, on utilise des fonds publics pour faire détruire le pays, et de l'autre côté, vous avez la banque Rothschild et d'autres
qui réunit des investisseurs et des entrepreneurs de différents pays membres de l'Union européenne, de manière à ce qu'ils puissent dès maintenant se partager le marché de l'économie, le marché de l'Ukraine. Et c'est du reste déjà en cours, puisque des grandes sociétés aux États-Unis, Monsanto, Cargill et autres, du Pont de Nemours, se sont accaparés plus de 45% des bonnes terres de l'Ukraine. Et en même temps, alors le problème, c'est qu'il faut, pour que l'Ukraine rembourse l'argent, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un défaut de paiement, c'est-à-dire faire constater que l'Ukraine ne peut plus rembourser l'argent qu'on lui a prêté. Et quand il va y avoir ce défaut de paiement, on y arrive là, parce que Zelensky, le dictateur qui est à Kiev, est déjà en train d'essayer de négocier avec l'Union européenne un rééchelonnement du remboursement de la dette. Mais ils ne peuvent déjà plus rembourser la dette aujourd'hui. C'est vous dire la mascarade dans laquelle nous sommes, où l'on voit ce pouvoir politique en France. Et alors, ça va du Parti communiste au Rassemblement national. Ils sont tous d'accord pour aider l'Ukraine, sans bien mesurer les conséquences, j'ai l'impression, parce que le pays et on continue à fabriquer une dette à l'Ukraine, à une dette qu'elle ne peut déjà plus rembourser aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que va dire? Mais il y a un document de la banque Rothschild que je produis du reste dans Bilan Noir, où c'est indiqué noir sur blanc dans ce document de la banque Rothschild, l'une de ses réunions. Mais le gouvernement de Kiev va prendre les réformes et restructurer son économie de manière à pouvoir rembourser de manière à pouvoir rembourser sa dette. En réalité, il s'agit ni plus ni moins d'aller vers la privatisation totale de l'économie, de façon à ce que les partenaires qui sont déjà prêts, que la banque Rothschild a réunis dans ses réunions, puissent se partager l'économie de l'ukrainienne. Et effectivement, c'est un beau gâteau, l'Ukraine. Il y a beaucoup de matières premières. Il y a les terres agricoles parmi les plus fertiles du monde, grâce au Tchernosium, qui est une terre extrêmement fertile, avec 1 mètre à peu près d'épaisseur de terre organique, de terre bourrée de matière organique. Donc, avec des rendements à l'hectare de blé phénoménaux. L'Ukraine, qui était traditionnellement un des greniers à blé du monde. Et donc, effectivement, l'Ukraine représente un enjeu économique extrêmement important. Oui, c'est exact. Et au-delà de ça, il faut voir que vous avez toute une stratégie qui vise à faire de l'Ukraine aussi un foyer pour aller déstabiliser la Fédération de Russie. Oui. Et ça, notamment, c'est dans la perspective, dans la logique du grand échiquier, le fameux livre de Zbigniew Brzezinski, publié en 1997, qui développait la thèse, la théorie, je dirais l'axe de la diplomatie américaine, qui consistait justement dans la perspective de la raisonnement du continent eurasiatique, qui consistait notamment à prendre le contrôle de l'Ukraine de manière à dissocier complètement l'Ukraine de la Russie, de la Fédération de Russie, et ainsi à priver la Fédération de Russie de ces relations d'association et de synergie qu'elle avait avec l'Ukraine, notamment les pays notamment la zone de l'Est, qui est hautement industrialisée, et de manière ainsi à miner la puissance économique de la Russie. C'est du Brzezinski en pratique. Oui, c'est une stratégie que les États-Unis ont commencé à mettre en œuvre dès 1917-1918. Oui. En 1918, il faut quand même se rappeler que les États-Unis ont formé une coalition avec une vingtaine d'États européens, plus le Japon, et ils ont envoyé un corps expéditionnaire en Russie
avec la volonté d'abattre le pouvoir révolutionnaire qui avait été mis en place. Et surtout, ce qui est assez affolant quand on voit le plan dont vous parlez aujourd'hui, Laurent, et ce qui existait à l'époque, il s'était partagé carrément le territoire de la Russie en fonction des richesses. Les Japonais voulaient occuper la Sibérie, les Anglais avaient carrément fait une fédération avec tous les champs pétroliers du Caucase, les Français visaient le bois, l'armement, et puis aussi des mines. Il y a des mines de charbon, des mines de minerais précieux. Et il y avait déjà aux États-Unis, du temps des tsars, des dirigeants des États-Unis qui investissaient, qui étaient présents dans des grandes sociétés, des mines de cuivre, étain, je veux dire avec tout un tas de pétrole où ils étaient déjà présents sur place. Et quand il y a eu l'arrivée du gouvernement révolutionnaire en 1917, ils ont dit stop, messieurs, ces richesses nous appartiennent, nous allons maintenant les exploiter pour développer notre pays. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette tentative qui a été en réalité la première grande guerre impérialiste conduite par les États-Unis. Ça a été en Europe contre la Russie. Et ils s'étaient à l'époque partagé le territoire avec l'Angleterre, avec la France, l'Allemagne et quelques autres pays, et le Japon d'un autre côté. Mais ça correspond exactement à la même vieille idée qu'ils ont toujours aujourd'hui d'essayer, parce que leur système est en crise profonde, structurelle, totale, et ils ont besoin de s'accaparer de ces richesses. Ils comptent sur la survie de leur système. Et pour ça, dans un premier temps, il faut il faut empêcher l'Europe. Empêcher que les Européens, que le continent européen, fait de nations souveraines, avec toutes leurs richesses culturelles, économiques, financières, que tous ces gens-là puissent coopérer entre eux. Parce que s'ils se mettent à coopérer entre eux, c'est la fameuse maison commune dont a parlé à l'époque, dans les années 86-90, Mikhail Gorbatchev. Si jamais la maison commune voyait le jour, ça serait la fin de l'hégémonie US. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et notamment, le système économique et financier piloté par les États-Unis, malgré un certain renouveau actuellement lié à une certaine réindustrialisation de l'économie américaine sur son sol par notamment l'Inflation Act qui permet de subventionner des industries étrangères venant s'installer sur le sol américain et en leur donnant des exonérations fiscales, ce qui permet de pomper un certain nombre d'industries allemandes qui quittent l'Allemagne et qui vont s'installer aux États-Unis pour bénéficier d'une énergie gazière 3 ou 4 fois moins chère et de fiscalité allégée et de subventions de l'État américain. Mais malgré tout cela, l'économie américaine est sous le coup d'une dette de plus en plus exorbitante, celle de l'État fédéral, celle des États fédérés, celle des entreprises privées, celle des particuliers. Et donc, l'économie américaine a besoin de développer son assise matérielle, si je puis dire, ses richesses concrètes, en arraisonnant notamment, par exemple, évidemment, les richesses minières de l'immense Russie, avec ses 17 millions de kilomètres carrés bourrés de matières premières, et de manière à donner plus de consistance à sa propre économie, qui est de plus en plus une économie casino, une économie de pyramide de Ponzi, une économie de bulle financière. Qu'en pensez-vous? Ah oui, non, mais tout à fait. Ils sont prêts à tout pour sauvegarder leur système. Et ce que vous venez de décrire là, c'est exactement, c'est un des aspects avec lequel manœuvre la corporatocratie. Alors la corporatocratie, c'est ainsi que désigne John Perkins ces milieux informels, où il se retrouvent des représentants de l'État des États-Unis, des hauts fonctionnaires de leur administration, de l'armée,
du renseignement avec les représentants des principales sociétés économiques et financières. Et ces gens-là me disaient, Perkins, leurs connivences sont telles que quand il y en a l'un d'entre eux arrive au pouvoir, c'est-à-dire qu'il passe du secteur privé au secteur public, on a du mal à savoir quand il est dans l'appareil d'État s'il travaille pour l'État ou s'il travaille pour la société transnationale dont il est toujours membre du conseil d'administration, voire président. Alors il y a un tas d'exemples, Dick Cheney, je veux dire, c'est légion, c'est le système des portes tournantes. Et oui. Et alors justement, Dick Cheney est un exemple particulièrement parlant parce que ça a été un fauteur de guerre extraordinairement efficace, entre guillemets, dans son registre. Il a été l'instigateur notamment de la guerre en Irak. Et Dick Cheney a été l'inspirateur de cette guerre en Irak parce que l'Irak recèle de grandes ressources pétrolières et il s'agissait d'abord et avant tout de mettre la main sur ces ressources pétrolières et de la rayonner d'ailleurs sur le reste du Proche-Orient pour accaparer les ressources pétrolières qui existent aussi en Syrie notamment. Et là encore, on retrouve le lien qu'il y a entre la guerre et les intérêts économiques et financiers. Qu'en pensez-vous ? Exactement. Quand vous prenez du reste toutes les grandes guerres qui ont été développées par les États-Unis, que ce soit la Libye, il ne faut pas oublier la Libye, voir dans quel état est la Libye aujourd'hui, que vous prenez l'Irak, que vous prenez la Syrie, que vous prenez la Fédération de Yougoslavie, partout ces guerres ont été menées alors sous prétexte de promouvoir la démocratie, de défendre les valeurs occidentales. En réalité, il s'agissait ni plus ni moins d'imposer leur société transnationale pour piller les richesses du pays, comme ils l'ont fait pendant tout un temps en Afrique, encore qu'aujourd'hui ils commencent à éprouver certaines difficultés. Mais tout ça, ça a été... et du reste, je pense qu'il faut souligner là-dessus l'attitude de la classe politique française qui a soit laissé faire, soit soutenu les agressions des États-Unis. J'en veux pour preuve que, par exemple, le parti de la France insoumise, Monsieur Mélenchon, ses représentants au Parlement européen en 2011 ont voté avec la droite, avec les socialistes et les écologistes, l'intervention contre la Libye. Donc ça, c'est un exemple. Mais c'est un système qui est aux abois et qui a besoin, pour se maintenir, de s'accaparer le maximum de richesses. Alors, ce dont je parlais en début d'émission avec vous, Laurent, quand je citais les 325 millisecondes, le clin d'œil pendant lequel 7000 transactions peuvent s'opérer, on imagine aujourd'hui comment cet outil informatique peut permettre de déstabiliser des pays, des entreprises stratégiques dans ces pays, pour préparer l'accaparement de leurs richesses. Parce que John Perkins me disait du reste, attention, nous travaillons bien en amont. Et alors après, tout est mis en place, c'est-à-dire ça va depuis des tentatives d'accord, s'il n'y a pas d'accord, tentatives de corruption. On le voit aujourd'hui au Parlement européen, où vous aviez, à la fin de la dernière législature, plus d'un quart des députés du Parlement européen qui sont pris dans des délits et des affaires de corruption. Et quand ça marche pas, alors là, après, on passe à une étape suivante, qui est la tentative de déstabilisation des États. C'est ce qu'ils ont fait en Ukraine, c'est ce qu'ils ont fait en Yougoslavie avec le Kosovo. Et si ça ne marche pas, alors il me dit après, ce sont les jeunes soldats américains qui vont se faire casser la gueule. Mais pour les John parlait comme ça un peu, mais c'était pour me dire, les jeunes soldats des États-Unis vont se faire tuer pour les actionnaires de nos grandes sociétés, Exxon, pétrole, pétrochimie, agroalimentaire, etc., etc. D'ailleurs, dès la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ce système a donné à plein pour arraisonner les pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine, notamment au profit des grandes sociétés
productrices, par exemple, de jus de fruits, qui avaient besoin de vastes plantations d'agrumes et d'une main-d'œuvre pas chère, par exemple, dans les pays d'Amérique centrale. Oui, et puis aussi d'autres sociétés transnationales comme ITT, par exemple, Oui, qui a joué un rôle important dans le coup d'État au Chili simplement pour pouvoir s'approprier les mines de cuivre. voilà. Et l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, euh, qui, que depuis la doctrine Monroe de 1823, Washington considéré comme son arrière-cour Oui, et son espace privé, pourrait-on dire, oui. en disant aux Européens n'y touchez pas, c'est chez nous, eh bien, Washington a exercé une prédation en Amérique centrale et en Amérique latine, dont d'ailleurs beaucoup de membres des élites de cette zone du monde sont conscients et savent très bien quel est leur asservissement aux États-Unis. Oui, Et du reste, on le voit aujourd'hui dans toutes les tentatives d'essayer de déstabiliser les pays qui veulent nationaliser leur secteur bancaire et leurs principales entreprises. On voit du reste jusqu'où ils peuvent aller, parce que les médias français ne sont pas très, 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 comment dire, très prolixes sur cet aspect, mais il faut voir qu'à Cuba, ils ont été jusqu'à utiliser les armes bactériologiques, tantôt pour essayer de détruire la canne à sucre, qui est une des principales ressources de l'île, tantôt pour essayer de détruire l'élevage porcin. Donc c'était avec la volonté, et puis aussi pour créer des épidémies. Donc, ils ont utilisé différents virus. Les preuves existent, puisqu'il y a même un rapport qui a été déposé devant l'Organisation des Nations Unies, rapport qui est resté sans suite, puisque dès qu'il s'agit de rétablir la paix dans le monde, tout le monde peut constater l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies, que ce soit en Palestine, que ce soit à travers le monde, que ce soit en Ukraine. On voit bien que l'Organisation des États-Unis est incapable de parvenir, d'agir de manière à ce que des accords diplomatiques, des accords de paix soient au moins mis en chantier. Il y a beaucoup de discours, beaucoup de rapports, mais dans les faits, les guerres continuent. Quand on voit ce qui se passe, je veux dire, en Palestine occupée, avec toutes ces morts, ces pays qui sont détruits, des gens qui ne demandaient qu'à vivre normalement sur la terre de leurs ancêtres, je veux dire, et que l'on voit la stérilité de l'ONU et comment les dirigeants d'Israël passent outre les décisions de l'ONU. Bon, ben, c'est révélateur, je pense, de l'impuissance de cette organisation. chers auditeurs de Radio Courtoisie, alors voici les messages. Alors, tout d'abord, nous allons nous identifier. Vous écoutez le libre journal de la crise de Radio Courtoisie, dirigé par Laurent Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui Monsieur Jean-Loup Isambert, journaliste, écrivain, auteur aux éditions Jean-Cyril Godefroy de Les Destructeurs Imperium Américain La Fin, qui est paru en novembre 2023, et Bilan Noir, l'Union européenne contre la France, qui est paru en mai 2024. Le thème de cette émission, l'oligarchie financière occidentale, l'Empire américain et la guerre. Alors effectivement, nous avons reçu de nombreux messages. Un message qui revient sur cette panne Microsoft, un message de Jean. Il se dit que le plan calcul dans les années 1976, plan qui voulait une informatique et une messagerie française, fut arrêté par Valéry Giscard d'Estaing, pourtant président loyal à son pays. C'est contradictoire avec une politique indépendante. Sait-on pourquoi ? Il a été, Oui. pardon. Allez-y. Effectivement, c'est une remarque pertinente de cet auditeur. Il a été arrêté. Le plan ce plan n'avait pas d'autre objectif. Enfin, l'arrêt du plan n'avait pas d'autre objectif que laisser la place libre aux sociétés transnationales états-uniennes, principalement Microsoft. On l'a vu par la suite. Du reste,
l'arrêt du plan s'est fait, je crois, peu de temps après que M. Giscard d'Estaing, dans un dîner à l'ambassade des États-Unis, ait proposé l'ouverture à Paris et le développement de la French American Foundation, organisation qui est pilotée par les États-Unis et qui permet, sous couvert de dialogue transatlantique, de repérer et de recruter pour plus tard des personnes qui prendront des responsabilités dans la haute fonction publique ou au sein de l'État français. Donc, Voilà, c'est donc pour montrer la corrélation oui. entre la loyauté de M. Giscard d'Estaing avait quand même ses limites par rapport à la France. Voilà. Valéry Giscard d'Estaing, c'est tout de même inféodé aux intérêts américains, alors. Oui, complètement. Oui. Complètement. Un autre message de Cécile. Une panne Microsoft mondiale qui vient d'être révélée. Cette panne affecte de nombreux clients à travers le monde, à l'image des aéroports et compagnies aériennes. Cette personne pose la question: comment seront dédommagés les voyageurs de ces vols annulés ou retardés? Écoutez, Oui, pardon. Ah, pardon. Oui, allez-y. Non, je ne peux pas répondre précisément. Oui. Non, c'est une remarque. Le dédommagement, il appartient à la compagnie qui organise le voyage. Voilà. Parce que il y a des lois et des règlements qui sont très précis là-dessus. Quand une entreprise qui organise le déplacement de voyageurs, que ce soit train, que ce soit avion, bateau ou autre, ne peut assurer le service qui a été payé, c'est à cette compagnie qui a la responsabilité de rembourser le service qu'elle n'a pas pu effectuer. Et s'assurer de l'arrivée à destination, bien sûr, dans la mesure du possible. Oui. Bien sûr. Là, un auditeur, petite remarque amusante, n'hésitez pas à faire connaître à l'agent des États-Unis, une patronne d'émission de la radio, les informations énoncées dans cette émission. Ah. Voilà, là, c'est un peu... Autre message, assez nombreux, assez long. Encore une fois, il faut rappeler, d'un auditeur, encore une fois, il faut rappeler que les États-Unis ont défini dès avant 1900 une politique hégémonique portant sur l'ensemble de la planète. Cette politique a été décrite noir sur blanc dès 1900 par l'amiral Mahan, qui l'a fait reposer sur les bases navales implantées sur les routes maritimes principales pour contrôler le commerce mondial. Voilà. Ces bases ont été installées dans les anciennes colonies espagnoles que les États-Unis venaient de leur prendre après la guerre d'agression contre l'Espagne en 1898. Le plan général est d'isoler la Russie et la Chine et de contrôler les nations du continent euro-asiatique. Le but était de créer des conflits permanents sur les périphéries du continent euro-asiatique. Le communisme n'a été qu'un prétexte commode pour isoler la Russie, bien pratique. Voilà. Donc, oui, c'est exact. Si vous me permettez, c'est très important ce que dit cet auditeur. Et si vous me permettez de rajouter quelque chose, je partage son avis, bien sûr. C'est qu'en 1940, quand sous la présidence de Roosevelt aux États-Unis, les dirigeants impérialistes de Washington se sont félicités de la guerre contre l'Allemagne parce que cela leur a permis, et ils ont envisagé pendant un temps d'essayer de s'approprier justement les colonies que possédaient la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne, principalement la France et la Grande-Bretagne, en se disant ils sont occupés avec la guerre contre les Allemands et on va voir si on peut pas s'approprier les colonies dont ils disent, parce que ces colonies pour eux c'était des bases navales militaires, mais c'était aussi des ressources, des richesses. Donc ils se sont dit pendant qu'il y a la guerre contre l'Allemagne, profitons-en pour essayer de prendre ces colonies. Et ce n'est qu'un développement de ce que signale cet auditeur. Oui. Cet auditeur rajoute: la société Halliburton, spécialiste des prospections pétrolières, a été mise en cause dans les guerres récentes et dans l'affaire du 11 septembre, avec les liens occultes entre Cheney et les intérêts au Proche-Orient. Oui, c'est exact. D'autant que vous retrouvez à la tête de ces grandes sociétés
des individus qui sont passés soit de leur conseil d'administration à des postes à responsabilité au sein de l'État, au département de la guerre, au département de la défense, au département des affaires étrangères, ou alors qui étaient des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et qui ont été recyclés après dans des conseils d'administration ou dans le secteur privé au sein de ces entreprises. Cet auditeur poursuit et termine. Les aides à l'Ukraine sont en fait des subventions aux industries d'armement américaines. Par le biais de l'OTAN, les armements fournis sont remplacés par des armes américaines. Oui, c'est exact. Alors, dans le livre qui va sortir au mois d'octobre, Empêcher l'Europe, j'en parle justement. Et il y a un militaire des États-Unis qui explique, qui est un ancien professionnel qui a travaillé sur toutes les questions de désarmement sur l'Europe dans les années 90, qui explique justement que l'essentiel, toute une partie des crédits qui sont votés par le Congrès des États-Unis sous forme d'aide à l'Ukraine vont servir en réalité, va servir à alimenter des sociétés transnationales de l'armement de façon à pouvoir armer l'Ukraine. Enfin, de l'armement et d'autres secteurs, hein, bien sûr. Il s'agit ni plus ni moins de fonds publics pour aider ces entreprises privées à s'accaparer les marchés en Ukraine. Voilà pour l'instant. Voilà. Tout à fait. Et donc, on voit bien avec cette guerre en Ukraine comment l'économie américaine exerce à nouveau sa prédation sur le reste du monde. Et évidemment, il y a aussi alors la rivalité dans l'Indo-Pacifique entre les États-Unis et la Chine, car les États-Unis considèrent que leur rival numéro un, c'est l'économie chinoise, qui a effectivement un dynamisme qui, au cours des dernières décennies, s'est affirmé d'une manière prodigieuse, avec une capacité de modernisation de ces processus technologiques et organisationnels qui fait qu'aujourd'hui, l'économie chinoise n'est pas simplement une économie de sous-traitance de l'économie américaine notamment, mais commence à être une économie rivale de l'économie américaine. Et du coup, évidemment, il semblerait que cela recèle le potentiel d'une guerre future entre les États-Unis et la Chine qui pourrait ensuite être mondialisée. Qu'en pensez-vous ? La guerre n'est pas future, la guerre est déjà là. Elle est Déjà. économique, elle est financière, elle est diplomatique, elle est politique. Évidemment, dans nous avons comme image la guerre avec les avions qui bombardent, etc. Mais c'est une guerre terrible que mènent les États-Unis contre l'Europe, tout particulièrement depuis 1942-1945, avec le début des années 50, on va dire. Ils mènent une guerre qui est à la fois politique, qui est diplomatique, économique, financière, et qui atteint un paroxysme, là. Parce qu'on le voit bien avec les sanctions qui sont prises contre la Fédération de Russie, il s'agit ni plus ni moins de diviser l'Europe, d'opposer les Européens entre eux et d'essayer d'imposer leur hégémonie. Et leur outil pour cela, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. C'est ce pouvoir de décision hyper centralisé. Le Reich avait prévu que c'était Berlin. Là, c'est Bruxelles, avec cette commission européenne de hauts fonctionnaires, avec le Conseil de l'Europe, qui réunit des dirigeants atlantistes pour la plupart. J'en parle dans Les Destructeurs, comment ces gens-là arrivent au pouvoir en prenant l'exemple de la France. Et puis aussi le Conseil de l'Union européenne, qui réunit les ministres. Mais l'objectif, c'est d'entretenir la guerre. Entretenir la Yougoslavie, c'était pas assez fort, la destruction de la République de Yougoslavie. Parce qu'ils ont pensé que la guerre contre la Yougoslavie, s'était terminée avec les accords de Dayton. À mon avis, c'est une erreur. Parce que
c'est un peuple de résistants, et je pense qu'il leur a été nécessaire après de frapper plus fort, et ils ont pris l'Ukraine. L'Ukraine, pourquoi? Parce que il y a la situation géographique de l'Ukraine qui est située au cœur de l'Europe. Il y a des ressources en matières premières de l'Ukraine dont vous parliez tout à l'heure, Laurent. Et puis, il y a la proximité de la Fédération de Russie avec l'objectif de faire de l'Ukraine une base militaire pour attaquer la Fédération de Russie. Mais tout ça, c'est un ensemble. On voit bien la guerre qu'ils mènent. Regardez l'affaire Alstom. L'affaire Alstom, c'est une guerre contre une entreprise stratégique française qui a été faite et qui a été menée d'abord par le président Hollande, qui a été réélu comme député dans la première circonscription de Tulle, grand bien en face à ses électeurs. J'espère qu'ils auront encore un peu moins de médecins, puisque la Corrèze est classée dans les déserts médicaux, et qu'ils feront ils auront un peu plus de chômage, comme en ont connu les salariés d'Alstom. Mais c'est Alstom, quand même, le président Hollande, et après Emmanuel Macron, qui va mentir ouvertement à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Je m'explique. Quand l'affaire Alstom est close, le président Macron a fait tout un grand discours pour expliquer que c'était l'aboutissement, l'acquisition de cette branche d'Alstom par General Electric, l'aboutissement de 6 mois de longues négociations entre les partenaires, avec l'État, les syndicats, et que ça allait permettre de créer un champion économique européen. Bon, alors vous pouvez toujours chercher le champion aujourd'hui si vous le trouvez. Ce ne sont certainement pas les milliers de salariés de l'entreprise Alstom qui ont été licenciés qui vous parleront du champion en question. Mais plus tard, au mois de mars, je crois, quand il est entendu, 5-6 mois après, même pas, quand il est entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, que dit le président Macron, Emmanuel Macron? Il dit, mais le gouvernement s'est trouvé devant un projet totalement ficelé. Alors, il faudrait quand même que M. Macron explique comment il peut se trouver devant un projet complètement ficelé quand il est ministre de l'économie, quand il a déclaré quelques mois auparavant que ce projet était l'aboutissement de 6 mois de négociation. Il y a un mensonge quelque part. Oui. Et le mensonge, il est évident. Il s'agit de dissimuler tout le processus par un enfumage incroyable. Il s'agit de dissimuler tout le processus qui a permis de donner à General Electric cette filière d'Alstom. Oui. Et qui, quand même, travaille avec l'armée et dans des secteurs stratégiques comme le nucléaire. Hein. Oui, oui. Alors, tout à l'heure, je parlais de la Chine, mais je crois que vous n'avez pas trop bien entendu. Mais alors, justement, parce que est-ce que vous ne pensez pas que l'Empire américain essaye de verrouiller encore mieux ses possessions européennes, pourrait-on dire, et essaye d'affaiblir au maximum la Russie par le conflit en Ukraine et des embargos qui d'ailleurs ont l'effet inverse, mais pour pouvoir, à un moment donné, avoir une explication finale, militaire cette fois-ci, et pas simplement économique et financière, militaire donc, avec la Chine. Je serais tenté de vous dire que ce n'est pas à souhaiter. Non, bien sûr que ce n'est pas à souhaiter. Hein, bien sûr. Parce que là, nous serions dans une guerre où les survivants environ les morts. Hein. Oui, ben justement. Il est évident, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Laurent, les États-Unis sont aujourd'hui dans une crise totale. Une crise qui n'est plus conjoncturelle comme elle l'a été jusqu'à présent, avec la crise des subprimes, des sauts. Et c'est une crise structurelle qui touche le système au plus profond. C'est un système qui est surendetté. Il faut voir que régulièrement, vous avez des rencontres entre républicains et démocrates pour dire comment est-ce qu'on peut prolonger le système. En gros, c'est ça. Ils le disent pas comme ça. On va surélever, on va relever le plafond de la dette, c'est-à-dire qu'on va permettre à l'État d'emprunter encore plus. Mais en permettant à l'État d'emprunter encore plus, vous ne lui permettez pas d'effacer la dette passée. Bien au contraire, vous lui permettez de fabriquer une nouvelle dette qui sera encore plus importante. Et donc, c'est un État. Et ça c'est fait uniquement pour pouvoir payer les fonctionnaires des administrations. C'est vous dire dans quel état se trouvent les États-Unis. Il y a un budget militaire pharaonique
le plus gros budget de la planète, qui ne sert en réalité, ce n'est pas à la défense des États-Unis. Le budget militaire, c'est un budget de conquête de ce qu'ils appellent entre eux, dans les grandes sociétés transnationales, des nouveaux territoires économiques. C'est-à-dire s'approprier partout, s'approprier les richesses des peuples, quelles que soient les conséquences, peu importe, et quels que soient les moyens employés. Perkins le dit du reste. À mon époque, donc dans les années 80, quand il en parle, il y a des procédés qui étaient utilisés, qui étaient à la limite du convenable, qui étaient tolérés, et il dit aujourd'hui, ça fait partie des pratiques courantes. C'est toujours le même vieux système de pots de vin, d'affaires sexuelles, de dossiers, de diffusion de fausses informations pour affaiblir des entreprises sur les marchés. Et il me dit c'est le même système qui persiste en s'aggravant. Sauf que cette crise, elle est désormais structurelle. Elle touche tous les aspects de la société, financiers, économiques, politiques. Il suffit de voir les discours et les interventions du sénilissime président des États-Unis, Joseph Robinette Biden. Mais elle est également culturelle, elle est morale. Regardez le wokisme. Et tout ça, c'est un livre, c'est encore un autre livre que je vais publier en début d'année 2025 avec mon ami et l'écrivain Claude Janvier, Oui. qui aura pour l'abandon français, dans lequel nous parlons de la manière dont les sociétés transnationales nous imposent une pensée unique. Mais c'est pas quelque chose que l'on impose aux Français en disant tu vas penser comme ça. C'est bien plus vicieux que ça. C'est insidieux, c'est pernicieux, c'est dans la vie de tous les jours, par l'informatique, les modes d'emploi qui ne sont plus rédigés en français, les chercheurs qui doivent soumettre leurs projets pour obtenir des subventions de l'Union européenne uniquement en langue anglaise, dans l'habillement, l'alimentation, les arts, la culture. Et puis alors bon, après vous avez le développement du wokisme avec le marché aux enfants, parce qu'il faut bien appeler ça comme ça. Hein, il y a aujourd'hui des individus, des femmes qui ont le droit, selon leur ressenti, de devenir un homme. J'étais une femme, mais je me sens un homme. Je vais me marier avec un autre homme et nous allons louer le ventre d'une femme pour avoir un enfant. Bon, c'est pas, c'est quelque chose qui existe, hein, Oui, au oui. pays des droits de l'homme. Au Eh pays oui. des droits de l'homme, hein. Eh oui. Les droits de la femme, je sais pas trop ce que ça devient, parce que là, visiblement, on les considère comme du bétail, mais enfin, on va louer le ventre d'une femme pour que deux hommes qui vivent ensemble puissent avoir un enfant. Alors après, est-ce que deviendra l'enfant? Mais alors justement, est-ce que ces antagonismes et cette prédation de l'Empire américain, et en même temps cette conscience à Washington de la grande précarité, de la grande faiblesse, de la grande friabilité de cet empire, parce que notamment le privilège monétaire du dollar, qui est le socle monétaire de cet empire, est en train de vaciller. Est-ce que la tentation de cet empire ne sera pas d'utiliser un appareil militaire qui absorbe quelques 900 milliards de dollars par an en ce moment, qui est le plus gigantesque appareil militaire du monde? Est-ce que la tentation ne sera pas de l'utiliser finalement pour essayer de renverser la table à jeu par une guerre généralisée? Ils ont déjà cette tentation. Oui. On l'a connu en 1900 avec la crise économique de 1929. Et puis, on l'a connu après, alors sous une autre manière, mais avec la guerre froide. Faut pas oublier, et je rappelle du reste à certains journalistes qui travaillent dans les médias subventionnés de l'Élysée-Matignon, du reste, pour certains, la plupart ne sont pas des journalistes, c'est plutôt des employés aux écritures. Ils travaillent à partir de dépêches de l'AFP qui souvent sont fausses, mais j'en fais la démonstration dans plusieurs ouvrages, qu'il s'agisse de la Russie ou de la crise Covid-19. L'AFP a publié plusieurs fausses dépêches. Ça permet après à la presse régionale qui travaille beaucoup avec l'AFP de reprendre les fausses informations qui sont diffusées par l'AFP. Et vous avez donc je rappelle quand même que il y a eu tout un tas de faits qui se sont passés, qui ont été dissimulés
aux Français et qui sont des faits importants. Je vais vous donner 3 faits. Parce que quand j'ai vu hier, je crois, Laurent, vous me direz peut-être que si je me trompe, il y avait, je crois, je ne sais plus si c'est 140 ou 160 journalistes qui étaient présents pour assister au plongeon de la mer de Paris dans la Seine. Oui. Ça, c'est un événement d'actualité, vous vous rendez compte? La mer de Paris va plonger dans la Seine. Alors moi, je vais vous parler de quelque chose qui est quand même plus important. De 3 faits dont aucun des médias français n'a parlé. Je parle des médias d'information générale, de la presse politique d'information générale subventionnée. C'est 3 faits qui se succèdent à un mois d'intervalle. Mais ça va vous donner une idée de ce qui se prépare. Le 20 octobre 2023, des dirigeants de l'Union européenne ont rencontré le président des États-Unis et son secrétaire d'État à Washington. Ils ont publié un communiqué. Alors, quand je dis des dirigeants de l'Union européenne, c'est une délégation choisie entre eux, c'est les mecs entre eux, c'est-à-dire le président de l'Union européenne qui était là, le Belge Charles Michel, la présidente de la commission inévitable de la Commission européenne, inévitable von der Leyen, et le représentant qui a la responsabilité des affaires étrangères de l'Union européenne. Donc, ils se sont rencontrés avec le président des États-Unis et son secrétaire d'État, et ils ont publié un communiqué dans lequel, je cite, ils se félicitent de la signature de l'accord entre le département de la Défense des États-Unis et l'Agence européenne de défense. Il s'agit ni moins d'un accord qui va privilégier les accords de défense entre l'Union européenne et les États-Unis au travers de l'OTAN, c'est-à-dire d'écarter un peu plus la souveraineté militaire française du terrain des opérations. Un mois plus tard, le 22 novembre 2023, le Parlement européen vote la révision du traité de l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'objectif, c'est de transformer l'Union européenne et de passer à l'étape suivante en un État européen supranational. C'est ce dont je vais traiter dans Empêcher l'Europe, qui va sortir au mois d'octobre. Et un mois plus tard, même pas, 15 jours plus tard, le 13 décembre 2023, vous avez le Parlement européen qui se réunit à Strasbourg et qui vote, alors là, tenez-vous bien, la création, je cite, la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne, et décide de poursuivre la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est écrit noir sur blanc dans cette directive, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. Voilà ce qui a été voté par une majorité de députés du Parlement européen le 13 décembre 2023. Et ça s'appelle Recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2023 au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission, aux représentants de l'Union pour les affaires étrangères. Oui. Concernant les relations. Ça vous donne une idée de la mentalité de ces gens-là. Les États-Unis mettent leurs alliés en ordre de bataille pour un conflit de grande ampleur, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est exactement ça. Voilà. Mais c'est grave. C'est de voir dans un texte voté par des députés au Parlement européen, écrit noir sur blanc. Alors là, ça concerne l'Ukraine, mais dans ce document qui fait une dizaine de pages, je pourrais vous le transmettre, Laurent, si ça peut vous intéresser. Ce document qui fait une dizaine de pages, il y a écrit quand même noir sur blanc, ça concerne l'Ukraine, mais ça concerne aussi les traités, les accords transatlantiques. Là où il y a eu des obstacles, il faut tout faire pour que les traités de libre-échange puissent se mettre en place. Ça concerne tout un tas de domaines. Et quand même, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. L'État profond américain. Avant les élections, avant les élections. L'État profond américain prépare le terrain en dehors des résultats électoraux. Exactement. Si Trump arrive au pouvoir, de toute façon, ça ne se changera pas pour l'État profond américain.
Et il y a d'autres messages pour les quelques minutes qui nous restent. Quelques messages encore, justement, qui revient reste 4 minutes, sur cette réunion du 20 novembre 2023, un message de Philippe. Oui, l'Union européenne est un excellent vassal des États-Unis. On n'a pas assez parlé du dernier sommet de l'OTAN, où tous les dirigeants européens ont dit oui à un déploiement d'armes stratégiques américaines à longue portée. Ces armes sont soi-disant implantées pour la défense contre la Russie. Elles sont aussi offensives, personne ne dit rien et ne s'en offusque. Alors, lisons les autres messages, il reste peu de temps. Oui, un message téléphonique d'un auditeur, encore. Les USA dont vous parlez aujourd'hui est du passé. Les 2 tiers du monde sont opposés officiellement et agissent à l'encontre de cette politique. La vision générale de cette géopolitique est une inversion de l'expansion des USA et des vassaux de l'Ouest. Qu'en pensez-vous ? C'est-à-dire que l'Union européenne a été conçue pour permettre l'hégémonie des États-Unis sur l'Europe. Donc, il est évident que il y a l'aspect. Alors moi, je me suis plutôt attaché dans mes enquêtes plutôt qu'à l'OTAN. Je me suis surtout attaché à montrer comment ont évolué depuis dans Empêcher l'Europe qui va sortir au mois d'octobre. Comment depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ont manœuvré pour façonner cette Union européenne, ce pouvoir politique. Il est évident que l'OTAN, c'est le bras armé qui accompagne ce pouvoir politique, hyper centralisé et surtout qui échappe à tous les électeurs. Quand vous savez qu'un député européen qui a été élu au mois de juin dernier en France représente plus de 810 000 électeurs, soyons sérieux, c'est un député hors sol. Donc, et cet auditeur a entièrement raison sur le fait que, effectivement, cette union, c'est ce que je montre, parce que il faut voir comment les médias font comme si l'Union européenne c'était quelque chose de normal, comme si on ne pouvait pas la contester. C'est quelque chose qui est en place et ça doit fonctionner comme ça. Alors, il y a des débats, des petites phrases, un tel est pour ceci, un tel est pour cela. Mais le fond du problème, c'est comment a été mis en place cette Union européenne, pourquoi et que fait-elle aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai écrit Bilan Noir, parce que je me suis dit quand même, c'est quand même quelque chose de formidable. On a des élections européennes, c'était avant les élections du mois de juin, qui arrivent. Aucun candidat ne parle de son bilan. Aucun candidat qui se présente ne parle du bilan de l'Union européenne, de 32 années d'Union européenne depuis 1992. Et on fait comme si rien n'existait. Alors on fait des projections sur l'avenir. Ah oui, mais nous sommes pour cela. Mais qu'avez-vous fait, messieurs, depuis 1979 que vous êtes élus au Parlement européen? Cher Jean-Louis Ambert, ce sera le mot de la fin, parce qu'hélas, nous arrivons à la fin de l'émission, mais nous en ferons d'autres, notamment à la suite de votre prochaine parution. l'Europe. À bientôt, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Et merci à Michel pour la prise des messages. Merci. Et merci à Radio Courtoisie de m'avoir permis de m'exprimer. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.